Merci à tous pour votre présence et puis on espère que vous allez prendre plaisir à nous écouter pendant les prochaines minutes et surtout écouter nos deux invités, Anne Rocher et Maëlys. Maëlys, je laisserai se présenter. Et voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'était de répondre à une question à laquelle on a souvent été confrontés, qui est de comment prendre soin des gens qu'on a déjà. L'origine de cette question, c'est que souvent, quand on interagit avec nos structures clientes ou des structures qui nous sollicitent, on constate qu'ils passent beaucoup de temps sur le recrutement parce qu'ils n'ont plus de soignants. Et moi, j'ai souvent eu envie de leur demander, mais qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont déjà chez vous? Donc, c'est un peu l'objectif de ce webinaire. Alors, pour ce petit webinaire, on va répondre à cette question. Avant d'y répondre, on va peut-être aussi présenter et expliquer pourquoi on a organisé ce webinaire, pourquoi Meredith Santé et Safety Team Academy se sont alliés pour vous proposer cette série de webinaires destinés un peu à la gouvernance hospitalière, privée ou publique. Donc, on va répondre à différentes questions et on écoutera nos deux invités sur l'ensemble des questions que vous voyez à l'écran. Eh ben, écoute, Stéphanie, je te propose de peut-être commencer cette fois-ci à parler de Meredith Santé. Avec plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Je suis la fondatrice de Meredith Santé, qui est une plateforme sociale dédiée à la création de réseaux entre les établissements et les professionnels de santé de ville d'un même territoire. Notre objectif, c'est de référencer un maximum de parcours de soins sur les territoires pour que n'importe quel professionnel de santé puisse orienter son patient vers le bon parcours ou vers le bon professionnel de santé. Donc, on accompagne les établissements de santé également à améliorer les pratiques pluriprofessionnelles. Et je te laisse la main. Juste avant de te laisser la main, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet qui s'appelle QR, qui est en bas de votre écran et qui permettra, on y répondra à la toute fin, mais n'hésitez pas à le faire tout au long de la conversation. Et également, on a mis un sondage en place à la fin du webinaire pour avoir votre avis sur les prochaines thématiques. C'est un sondage qui dure 2 minutes, donc voilà. Fin de parenthèse, je te laisse te présenter, François. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, moi, je suis François Jolin. Je suis médecin, je suis spécialisé en anesthésie et réanimation. Et je suis également investi dans la promotion des facteurs humains en santé à travers deux entités, une entité associative qui porte ce nom, Facteurs humains en santé, et Safety Team Academy, qui est un organisme de formation Calliope, qui utilise le cinéma comme outil de formation. Et en fait, on repose nos concepts pédagogiques sur la simulation en santé. Sauf qu'au lieu d'être dans la simulation vécue, on fait de la simulation perçue, on fait du cinéma. Nos films sont interactifs, c'est des courts-métrages et ils vont viser à interroger un certain nombre de choses qui sont en lien avec les compétences non techniques, le travail en équipe, la communication, la gestion de la charge de travail. Donc, c'est des choses qui s'appliquent très bien, évidemment, à l'opérationnel du terrain, mais aussi à la gouvernance hospitalière, qui est un autre opérationnel, l'opérationnel de gouvernance. Juste pour finir, le Safety Team Academy, le jeu de mots, c'est quoi? C'est qu'on est persuadé que la sécurité, la bientraitance, la promotion, que la performance des soins passe par le travail en équipe. Et donc, Safe Team, c'est un jeu de mots sur le fait que la safety passe par le travail en équipe. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et puis je vais laisser d'emblée nos deux invités se présenter. Merci beaucoup. Enchantée de pouvoir aider au débat très tendance actuelle. Donc, Maëlys Pédo, moi je suis directrice actuellement de la clinique des Lilas dans le 93, donc aux portes de Paris, qui est spécialisée en orthopédie. Et j'ai la chance d'avoir rejoint cette clinique depuis maintenant plus de 3 ans. Et dernièrement, j'ai pris une deuxième clinique, la clinique Fleuréal, qui est à 700 mètres, donc plus sur Bagnolet, toujours sur le territoire du 93. Et donc, c'est 2 établissements qui rejoignent le groupe Almaviva. Et j'ai une expérience dans la santé depuis plusieurs années, à différents postes, et pour finir aujourd'hui, ou mal finir, comme directrice.
Merci Maëlys. Anne Rocher. Alors, moi, je suis psychologue dans un service de réanimation sur le même territoire, ou pas très loin, puisque c'est l'hôpital Avicenne, l'hôpital de l'AP-HP. Et en termes de particularité, c'est une deuxième carrière pour moi, puisque j'ai une première carrière en entreprise, essentiellement dans les métiers du marketing. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre l'hôpital, donc en tant que psychologue clinicienne, mais également l'accompagnement de dirigeants et de managers qui sont de tous bords, donc entreprises ou services médicaux. Alors, merci encore pour votre présence. Et puis, je vous propose qu'on attaque d'emblée sur une question qui est quel est le constat partagé par la plus grande majorité des établissements sur la situation actuelle du secteur de la santé? C'est une question à laquelle on pourrait répondre pendant des heures. L'actualité dernière, d'ailleurs, est assez riche sur les grosses problématiques du secteur. Alors, il y a eu un gros focus mis sur la période Covid, sur notre secteur en particulier, de son manque de lits et de son manque de personnel dans son intégralité, soignant ou médical. On a de tout temps connu des pénuries à des instants donnés, depuis des décennies. J'ai connu des établissements où on est allé chercher des soignants et des praticiens dans toute l'Europe ou à l'extérieur. Donc, il y a toujours eu des périodes de pénurie. Elles se sont accentuées avec le Covid nettement et on est sur des situations alarmistes actuellement, sur des périodes au quotidien et surtout estivales à venir. Le 93, pour être dans son cœur, est très inquiet sur la partie urgence notamment et lit d'aval. Alors moi, je suis concernée par le privé à but lucratif, parce que c'est le domaine que je connais le plus. Maintenant, j'ai la chance de travailler dans le 93, où du coup, on fait fi un peu des secteurs d'activité, et le Covid a renforcé cette cohésion entre privé, public et même privé à but non lucratif. Et on se rend compte surtout qu'on a les mêmes problématiques, et c'est un peu l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'on a tous les mêmes problématiques et que c'est mis bout à bout qu'on va réussir à trouver des solutions pérennes, parce que c'est l'objet un petit peu, c'est pas de mettre des pansements là, mais d'arriver à penser le secteur dans une pérennité. Ouais, j'entends. Alors, cette pénurie, je pense que Maëlys, vous la vivez plus en tant qu'aussi responsable du recrutement. Hein. C'est aussi peut-être une inversion. J'aime pas le mot rapport de force, mais bon, il fut un temps où quand on avait besoin de ressources, il était quand même assez facile d'aller en trouver. Je crois que ce qu'on constate globalement, c'est que le ratio, ou le rapport de force s'inverse. Hein. Aujourd'hui, la question n'est plus qu'est-ce que vous allez apporter à l'hôpital quand on voit un nouveau soignant, donc que ce soit un médecin ou paramédical, mais ça peut aussi commencer à devenir qu'est-ce que l'hôpital peut faire pour vous. Et ça, je crois que donc dans le constat, ce que ça change aussi, c'est la manière dont on doit regarder les personnes avec lesquelles on a envie de travailler. La question de ressources humaines, alors c'est un mot, les ressources humaines, mais ça doit être plus qu'un mot. C'est-à-dire que finalement, c'est la première ressource de l'hôpital, les personnes qui travaillent pour l'hôpital. Donc, c'est vraiment cette évolution, je crois, qu'on observe actuellement, c'est qu'il faut vraiment changer de regard et regarder toutes les personnes qui travaillent au sein de nos services hospitaliers, qui rendent le service du soin à la population comme les premières ressources, et ce, d'autant plus qu'on a, on va dire, recours à de plus en plus de machines. Pour travailler en réanimation, on le voit très bien, les machines, c'est essentiel, la technique, c'est essentiel, mais on ne remplacera jamais les humains par les machines. On aura toujours besoin de vraies ressources humaines. Et puis, il y a cette notion du care aussi. On a besoin de personnes et on ne remplace pas une personne par une autre. On a besoin de personnes pour qui la valeur soin est, on va dire, chevillée au corps, et des gens qui ont cet engagement-là. Et ces personnes, elles ont une valeur particulière. Donc, ça, le constat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, on n'est pas les seuls à galérer. C'est dans, je crois, tous les services pareils. Et ça va être important de regarder avec un peu plus de reconnaissance les personnes qui travaillent dans nos établissements. C'est évident, et c'est actuellement, ça concerne tous les corps de métier. C'est là où ça nous déstabilise fortement. C'est sans parler de rapport de force, mais on avait
alors c'est une femme qui va le dire, que ça soit pas mal interprété, mais des moyens de séduction avec le corps médical, notamment pour essayer de les séduire à venir dans notre établissement. Je ne mets pas de physique dans le terme, mais on a cette même difficulté au-delà des praticiens aujourd'hui. Ça va avec un brancardier compétent, ça va avec une secrétaire médicale compétente. On galère sur l'intégralité des métiers. Alors bien sûr, les métiers premiers qui font le soin, à savoir les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, mais tout le reste derrière, administratif, technique, pharmacien, la pénurie, elle est cinglante sur tous les secteurs. Et donc, c'est là où notre difficulté est criante, c'est qu'on est en pénurie immédiate et on va le devenir très vite aussi sur toutes les équipes d'encadrement parce que les équipes d'encadrement sont très essoufflées de cette recherche permanente d'essayer de bien faire, de trouver du personnel. C'est des plannings qu'elles défont, qu'elles refont, des appels incessants pour essayer de ramener le plus de personnel présent. On n'en est plus à des termes de ratio, non, on en est à essayer de trouver des gens qui, malheureusement, là je vous rejoins, c'est pas l'objectif, c'est d'arriver à être sur l'instant T, à avoir nos services qui ont les ressources adaptées et prendre de la hauteur en même temps pour réfléchir à des moyens de fidélisation pour arrêter la machine infernale qui est le recrutement par vacataire ou intérim au-delà de la finance pour offrir des prises en charge dignes de ce nom, pour fidéliser aussi les praticiens et pour fidéliser les équipes qui restent en place, pour ne pas les user avec des formations permanentes en les accompagnant de vacataires et d'intérimaires. Donc, c'est d'arriver à être en parallèle, en écoute quasi quotidien sur leurs doléances, revoir nos prismes aussi. Moi, je travaille là dernièrement énormément avec les équipes sur qu'est-ce qu'être infirmière. Parce que oui, il y a eu de l'informatique qui est arrivée, il y a eu la réglementation qui a été appuyée sur certains corps de métier, de dire replaçons le soin en premier lieu. Et donc moi, à titre personnel, j'attends l'infirmière sur son rôle d'infirmière. Et donc relisons les tâches pour voir ce qu'on peut détacher qui n'est pas du soin et qu'on peut attribuer à d'autres personnes pour les soulager et donc leur donner envie de rester dans nos services. Retrouver un peu de passion dans nos services. Et je crois que quand on est focalisé aussi sur la santé, et on en parle quand même beaucoup aux actualités, il y a eu des annonces qui ont été faites hier soir par la nouvelle ministre de la Santé aussi sur le soutien, le recours aux heures sup majorées. Mais tout ça, ça reste des mesures un peu palliatives quand même. On n'est pas dans une réflexion globale. Ce qui est important de savoir, c'est que ça se passe, c'est mondial et ça touche tous les secteurs. C'est ce que vous disiez. En fait, c'est un peu comme si cette période Covid, elle avait été peut-être pour la première fois de l'histoire de l'humanité, alors je ne sais pas si c'est aussi loin que ça, malgré tout on n'est pas aussi vieux, mais pour la première fois on a dit que beaucoup de boulot n'était pas essentiel et surtout on a remis en priorité l'importance pour chacun de savoir s'occuper de soi et de se préserver. Et ça change quand même le rapport au travail pour beaucoup de personnes. Et ça va probablement inciter aussi l'entreprise à vraiment reconsidérer le rapport à l'emploi et à la manière dont on considère les personnes qu'on fait travailler dans cet environnement-là. Dans quelle culture, avec quelles promesses? Ça, ce sera une des vraies questions. Il y a ça, et la crise n'étant pas complètement finie, le propre d'une crise, c'est qu'il en a une fin. Or, les soignants n'en ont pas connu encore la saveur de cette fin, puisqu'on enchaîne alors à des niveaux différents sur des crises différentes, mais c'est toujours les mêmes là qui sont sur le. Enfin, je dis celles, pardon, au féminin, mais ceux qui sont actuellement dans les services, c'était les mêmes qui étaient là au début de la crise sanitaire, et il n'y a pas eu de pause. Donc, on ne s'en est pas remis encore. On ne fait qu'annuler, reprogrammer des patients pour des raisons différentes. C'était pendant la crise, on déprogrammait ce qui n'était pas urgent. Là, on déprogramme ou on bouge les patients pour des raisons de personnel. Mais la crise n'est pas finie. Et je vois des équipes qui sont... c'est plus un marathon là qu'on leur a demandé de faire, c'est plus que ça. Parce que le marathon, ils l'ont fait, mais on leur a demandé d'enchaîner avec un autre. Donc, c'est assez usant.
tout le monde est usé, que ce soit les tutelles, parce qu'on était en call avec eux tous les jours, que ce soit les postes de direction, que ce soit les postes d'encadrement. Tout le monde a subi ça de plein fouet et on n'a pas encore eu le temps de se poser pour repartir sur un nouveau rythme. On réenchaîne sur une crise du secteur qui est assez importante. Et oui, il y a des annonces qui vont être faites. Alors moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas une solution, et on le verra, je pense, au travers de nos échanges. Ce n'est pas une solution, c'est une pluralité de solutions et surtout des adaptations propres à chacun. Le personnel qui vient en réanimation, puisque vous en êtes, n'attend pas les mêmes choses dans un service d'oncologie, dans un service de dialyse où ils connaissent les patients, dans un service de chirurgie orthoprogrammée. Ce n'est pas du tout les mêmes attentes et du coup les mêmes adaptations que nous, en tout cas au niveau de administratif, nous devons proposer et faire valoir pour les faire venir. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes sur ces secteurs-là. Et c'est à nous de nous rendre un peu plus intelligents avec le terrain pour justement proposer un panel de solutions initiées par le terrain, parce qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude. La plupart des éléments, on les a aussi en écoutant. Et d'écouter tout le monde, parce qu'il y a des bonnes idées un peu partout, et de comprendre pourquoi les gens sont sur tel établissement plus que sur d'autres, pourquoi sur tel service plus que sur d'autres. Et donc ça demande un contact quotidien qui est usant aussi. Et quand vous allez en tant qu'encadrant ou direction au contact du terrain tous les jours, c'est aussi très usant parce que vous n'êtes pas forcément accueilli avec du chocolat et un siège. Il y a beaucoup de choses qui sont lâchées aussi à ce moment-là, donc c'est aussi éprouvant pour nous tous. Mais c'est ce genre de choses sur lesquelles moi je suis. L'objet de ma venue là aujourd'hui, c'est plutôt pour écouter aussi ce qui peut se faire et s'enrichir mutuellement de solutions qui pourront demain nous permettre de sortir de ces crises au pluriel. Bon, en tout cas, on a bien compris, et c'est aussi ce qui est alarmant, hein, c'est qu'on a beaucoup appuyé et beaucoup eu recours finalement aux bonnes volontés individuelles pour tenir le coup, et on ne fera pas l'économie de repenser l'organisation alors je ne sais même pas si on peut aller jusqu'au confort, mais en tout cas quitter un mode de travail dégradé qui est un cercle vicieux qui ne peut pas tenir sur la durée. Donc ça, c'est un constat malheureusement qu'on partage sur beaucoup d'établissements. Et quand chacun de son côté peut se dire on est tout seul, on n'y est peut-être pas tout seul. On vit tous les mêmes choses. C'est rassurant. Ça fait du bien. Je rebondis sur cet échange qui m'amène à une question. Vous avez parlé de valeurs et en particulier des différentes possibilités qu'on peut mettre dans la valeur. Alors, on s'est rendu compte effectivement pendant la pandémie que la valeur d'une infirmière en réanimation pouvait être différente de celle d'un chirurgien esthétique et selon la période, effectivement, pas forcément les mêmes rémunérations. Donc, on voit bien qu'il y a un problème aussi sur la rémunération. Alors, c'est une question rhétorique. La rémunération est-il le seul levier de fidélisation de ces soignants? En tant que directrice, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Non, oui, c'est un des leviers, bien sûr. Même si on vient par vocation et par goût de prendre soin des autres dans la santé, on y vient aussi il y a tout un intérêt économique. Et oui, bien sûr, c'est un levier. Et il y a eu des mesures prises dans ce sens, notamment pour le Ségur, qui répondait à un besoin. Oui, il y a une surenchère actuellement assez forte en Île-de-France qui met l'argent et la rémunération au cœur du système. Donc, ça serait se mentir que de dire que ce n'est pas un levier, mais ce n'est absolument pas le seul levier et ce n'est absolument pas un levier pérenne. Qu'est-ce que j'entends par là? Les tractations actuelles sont plus virulentes sur le monde de l'intérim et de la vacation, donc sur des gens qui ne souhaitent pas rester. On a tout intérêt à réfléchir, on le disait, sur la pérennité. Et quand on est en train de perdre nos personnels, c'est parce que oui, les vacataires sont bien mieux payés que de ce qu'on appelle des fixes. Et donc là, on a un écart qui se creuse, qui n'est pas normal et qui ne nous aidera pas de façon pérenne. Maintenant,
Je suis sur 2 établissements dans le 93, donc aux portes de Paris, sans être à Paris, avec une bonne partie d'une population, moi qui est très CMU, j'ai très peu de dépassements d'honoraires sur une bonne partie de l'activité. Donc on ne peut pas se lancer sur une surenchère comme certains autres établissements. En imagerie, par exemple, moi je n'ai pas les DP des radiologues qui me permettent d'enchaîner. Pour autant, je n'ai pas de problème de pénurie sur ces mêmes salariés. Qu'est-ce qui en fait? Je suis à l'écoute et j'essaye de répondre au maximum de ce que peut fournir mon entreprise, puisqu'au-delà d'être une clinique, il y a des gros débats actuellement sur est-ce une entreprise ou pas. Ben oui, ça reste une entreprise quand même si on peut revenir sur l'aspect de la rentabilité attendue, c'est un autre sujet, mais ça reste une entreprise, il y a de l'entrée et il y a de la sortie. Et en tant qu'établissement privé, on n'est pas à l'américaine, donc je ne fixe pas les prix du marché. Je suis remboursée par la Sécu et donc on a des contraintes économiques qui sont ce qu'elles sont sur un établissement de petite taille comme à la clinique des Lilas. Et pour être plus vendeur et pour faire venir et rester plus de soignants et du corps administratif, il faut qu'on se réinvente et qu'on réfléchisse à d'autres choses que l'aspect pécunier. Donc, des aspects pécuniers, certes, mais du coup, avec un côté donnant-donnant, vous avez une flexibilité ou vous avez une adaptation, je vais le valoriser financièrement. Vous faites un effort pour votre entreprise va en faire pour vous. Et à côté, de les accompagner sur d'autres secteurs. On parlait de qualité de vie à l'instant. Quand on vient travailler à Paris, c'est souvent qu'on n'habite pas à Paris. Donc, il y a des transports à prendre, il y a du véhicule. Donc, on essaie d'harmoniser les plannings pour les faire venir 2 à 3 jours maximum sur des jours qu'elles auront souhaité. Donc, on travaille sur le transport, on travaille sur les plannings, on travaille sur qu'est-ce qui les fait bien, qu'est-ce qu'elles apprécient dans le service. On travaille avec les praticiens. Alors, dans le secteur privé, les praticiens sont libéraux, donc ce ne sont pas mes salariés. Pour autant, on fait partie de la même équipe et ils sont, à mon sens, en des leviers pour faire rester le personnel ou pour le faire partir. Et là, il m'incombe à moi de maintenir une bonne ambiance et une ambiance de collaboration ultime à un praticien, notamment au bloc opératoire avec le personnel. C'est dans un monde très clivé. En réa, pareil, un anesthésiste avec les soignants, c'est à la vie, à la mort. Pour autant, il ne faut pas dépasser ce cadre-là. Et là, c'est à nous de le remettre. J'ai eu, dans les débuts de ma carrière, avoir des caractères de praticiens qui seraient aujourd'hui mais complètement inadmissibles. Et de montrer au personnel qu'on est là, qu'on réagit, qu'on ne laisse pas faire. Et ça, vous faites la différence. Quand vous avez des soignants qui se sentent bien avec leurs praticiens dans leur relationnel au quotidien, mais surtout qui se sentent soutenus si ça va déraper, d'un côté comme de l'autre, ça vous apporte un plus parce que le praticien, socialement, a quand même une place un peu à part. Et suivant le caractère de l'infirmière, on n'ose pas dire non où on ose moins dire de choses. Par contre, on le vit, on le garde et ça gangrène et ça crée des départs qu'on n'a pas pu voir venir si on ne gère pas le relationnel. Donc ça en fait partie. Des choses à côté aussi, parce que le secteur de la santé, alors je ne connais pas bien les autres entreprises, donc je ne sais pas si c'est propre à notre secteur ou pas, mais les équipes ont besoin d'être une équipe et ça va au-delà du quotidien. C'est de prévoir des temps forts qui sont prévus un petit peu en interne, de repas, de café, de rigolade, de choses annexes parce que ça fait partie du métier et d'interchanger. La réa, le bloc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des endroits fermés, on n'y rentre pas comme ça. Pour le bloc, il faut se changer, donc les services n'interagissent pas. Si on ne crée pas des lieux communs, les services sont en décalage avec le bloc opératoire, qui est en décalage avec la stérilisation, qui va être en décalage avec tout le personnel administratif. Et là, c'est à nous de créer une musique pour avoir des lieux de rencontre, des échanges en permanence. Voilà, donc pour revenir à la question, oui, il y a l'aspect financier. Il ne faut pas se mentir et croire que c'est en ne payant pas le personnel qu'on les gardera. Mais il n'y a pas du tout que ça. Il faut le mettre en musique avec bien d'autres éléments. Et la liste ne fait que s'allonger de jour en jour. Il y a des choses aujourd'hui qu'on réfléchit, je pense à du massage, qu'on n'aurait jamais réfléchi il y a 10 ans dans le secteur. Or là, on revient en se disant, il faut soigner nos salariés, parce que je ne vais pas faire que le mot soignant, c'est nos salariés en général, pour qu'ils soignent même après les patients. Et les patients le sentent très vite.
Oui, c'est une vision très systémique et très juste. On ne peut pas soigner les patients sans prendre soin aussi des soignants qui s'en occupent au quotidien. Alors moi, je suis totalement d'accord. Ce qu'on voit sur la rémunération, c'est quand même un vrai sujet, donc on ne peut pas en faire abstraction. Je pense que globalement, dans le soin, les gens ne choisissent pas ce métier pour l'argent, mais à partir du moment où l'argent devient un facteur répulsif, là, ça devient un problème. Un des enjeux, c'est qu'on n'a pas souvent la main là-dessus. Alors, il y a jusqu'où on peut aller et ce qu'on peut faire. Et donc, je suis complètement d'accord. Et ça se passe pas seulement à l'hôpital, mais aussi dans les autres, dans les entreprises en général, hein, puisqu'on parle aujourd'hui même de Great Resignation, la grande démission qui se passe un peu partout, et y compris dans des secteurs où l'argent coule un peu plus à flot que dans le secteur du soin. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, la motivation, c'est avant tout une question de qualité de vie au travail. Donc, il y a la qualité de vie, mais au travail, avec un focus particulier sur le mode de management. Donc, on parlait tout à l'heure de ceux qu'on pourrait appeler les managers de proximité, les cadres, hein, qui sont aussi eux-mêmes assez usés, donc il faut prendre soin d'eux, mais de tous ceux qui sont dans l'encadrement des structures de soins. Le mode de management, c'est un facteur de fidélisation très fort. Il y a la question aussi du respect qu'on a par rapport aux individus. Alors, quand on parle de respect, c'est leur capacité à se développer, c'est être respectueux par rapport à eux, leur donner cette possibilité-là et les aider aussi à se sentir utiles. On sait tous quand on travaille dans le soin qu'une des clés de la motivation, c'est sentir que l'on fait quelque chose pour lequel on est fait, se sentir utile, se sentir reconnu pour ses compétences, se sentir inclus dans un collectif aussi. Maëlys, vous soulignez, voilà, on n'est pas tout seul à travailler, on travaille avec les autres. Et finalement, quand on a à la fois une vision de son développement, une vision de ce à quoi on sert dans l'organisation au quotidien, mais aussi de ce qu'on va pouvoir faire et créer demain, et bien là, vraiment, on est en train de réfléchir à développer un environnement de travail qu'on peut avoir plus de mal à quitter quand on se pose des questions, même si l'argent à côté peut être intéressant. On quitte plus difficilement un environnement dans lequel on est bien. Alors attention quand même quand on parle de QVT, hein, donc qualité de vie au travail, QVT, c'est l'acronyme qu'on utilise. Il faut faire attention à ne pas basculer dans ce qu'on a pu voir dans les entreprises avec tout ce qu'on a appelé la happycratie. Hein. Alors je sais pas, c'est le symbole du baby-foot dans l'entrée. Je vois un peu par-ci, par-là, quelques initiatives arrivées. Il y a le food truck sur le parking, la bulle de relaxation. Voilà. Attention quand même, ça, c'est des petits gimmicks, c'est des petites choses. La vraie QVT, ce n'est pas ça. La vraie QVT, c'est la question de fond et c'est ce qui était souligné, c'est comment on va forger un collectif dans lequel chacun va pouvoir se développer et va pouvoir vraiment sentir qu'il participe à un projet commun. Ça, c'est comme ça qu'on ressent la qualité de vie au travail. Donc, là où je suis d'accord aussi, c'est que ça passe par ces temps de convivialité. On ne peut pas demander à un collectif de bien fonctionner ensemble s'ils n'ont pas un minimum l'occasion de se connaître. Et c'est peut-être une vraie réflexion de l'organisation, c'est comment on favorise ces temps-là, au-delà des temps de transmission, pour permettre à tous ceux qui vont travailler ensemble dans une prise en charge d'un même patient de mieux se connaître aussi, pour apporter du temps et de l'attention à chacun. Et ce qui a d'ailleurs été, enfin, je ne connais pas un seul soignant ou médecin qui n'a pas apprécié la crise du Covid pour ça. Alors, ça peut paraître paradoxal de dire qu'on a apprécié la crise du Covid, mais il s'est passé de très belles choses aussi. Et justement, cette unité, puisqu'il n'y avait plus de frontières professionnelles ou de services, je prends l'exemple des Lilas, où on est une clinique d'ortho programmée, donc on s'est arrêté. Plus de blocs et on a commencé à recevoir du patient Covid non réanimable. Donc, les équipes de blocs sont montées dans les services et du coup, tout le monde a appris à se connaître, à faire le métier de l'autre, qui était la même chose, hein, parce qu'un patient du Covid que nous avions, c'était beaucoup de nursing et de l'oxygène et d'accompagnement de patients. Et donc, qu'on soit anesthésiste, qu'on soit aide-soignante, qu'on soit directrice, qu'on soit infirmière, on a toutes fait la même chose. Et donc, ça a cassé quelque chose. Enfin, dans la santé, on est très hiérarchique. Hein. Il y a une hiérarchie très, très forte, connue par les tâches de mission de chacun. L'aide-soignante ne fait pas la même chose que l'infirmière, qui ne fait pas la même chose que le médecin. Et au sein du corps médical, il y a encore des hiérarchies là, qui sont plus indirectes, mais connues de tous. Et ça a cassé un petit peu sous ce dogme-là, puisque ceux en haut de l'échelle ne servaient plus à rien. Et on se remettait à faire du basique et donc à créer des moments vraiment
de grandes rigolades pour décompresser, où on était tous dans le service pour la même chose. Et on faisait tous la même chose. Moi, je trouve que c'est là où ça m'a appris vraiment que c'est à ce moment-là qu'il faut casser un petit peu les codes et se mettre autour de la table sainement pour travailler. On a repris très vite nos hiérarchies et les dogmes qui sont instaurés depuis plusieurs années. Mais ça a été on a fait un retour d'expérience où c'est ce qui a marqué le plus les équipes. Au-delà des morts, au-delà des décès, au-delà des familles, au-delà des prises en charge qui ont changé, c'est cette unité-là qui a été créée naturellement en plus, sans procédure, sans formation, sans PowerPoint. Et peut-être que justement, ça parle de la culture du soin qu'on a pu voir émerger par moments dans les différents services. Merci Anne pour la transition parfaite. Donc effectivement, on va rebondir parce que ça a été effectivement évoqué plusieurs fois. Donc la deuxième partie, c'est comment vous appréhendez le changement de la culture du soin. Alors peut-être quand même pour dire qu'est-ce que c'est qu'une culture, on va essayer de se rappeler un petit peu à quoi on la voit. Et ce n'est pas si simple que ça parce que la culture, c'est surtout un ensemble d'implicites. C'est quelque chose, une grille de lecture qui est donc transmise. Alors parfois, il y a des choses qui sont écrites. Dans certains environnements, on va avoir des chartes qui vont vous expliquer les comportements attendus, mais le plus souvent, quand même, ça se transmet par l'implicite et ça se transmet beaucoup par l'exemple, par les comportements que l'on peut observer chez les uns et chez les autres. Et donc, finalement, un changement de culture, ça doit avant tout être un changement de comportement qui doivent être vraiment incarnés sur le terrain. C'est donc pas que des mots et ça doit avoir quelque chose qui se tient sur la durée puisqu'on l'a vu pendant le Covid, il y a eu des choses qui se sont mises en place et puis dès qu'on n'a plus la contrainte ou qu'on a à nouveau la possibilité, on va dire, de reprendre des vieilles habitudes, eh bien, on se voit qu'on n'a pas changé les choses automatiquement parce qu'il y a des vieux comportements qui reviennent. Donc finalement, pour faire ce changement de culture, il faut aussi être conscient des résistances. C'est à la fois des questions individuelles, on doit pouvoir accompagner des individus. On dit qu'on est quand même plus malléable quand on démarre que quand on a 20 ou 30 ans d'ancienneté, parce que parmi les résistances, il y a vraiment la résistance de l'habitude. Donc, pour le changement, encore une fois, on l'a vu sous le Covid, on peut contraindre. À un moment, il y a une contrainte extérieure qui va dire il faut absolument changer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, il peut y avoir aussi quelque chose qui nous motive énormément. Et c'est quand on a une volonté partagée d'atteindre quelque chose de différent, parce que ça aussi, ça peut être suffisamment motivant pour qu'on puisse y aller. Et en ça, il faut que les directions et les chefs de service et les cadres puissent à la fois être très conscients de la direction, du cap, de la mission qu'ils veulent donner et qu'ils puissent l'incarner. Donc vraiment, le changement de culture, c'est avant tout une prise de conscience et puis un exemple des comportements qui inspirent les autres pour continuer ensemble là-dedans. On en a parlé et c'est un mot qui est important. Le changement, c'est systémique. On ne change pas tout seul, mais quand on change, on embarque les autres derrière soi ou les autres ne peuvent pas rester au même niveau. Et puis, pour que ça marche, globalement, ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui changent dans le même sens pour que tout le monde suive. Donc, c'est pour ça que par moment, on va avoir des amorces de changement et puis, on va dire, la résistance va être la plus forte. Et à d'autres moments, on va pouvoir voir quelque chose complètement évoluer parce qu'en gros, il y a plus de 10% des gens qui ont changé et on emmène les autres derrière nous. Je sais qu'on a vu beaucoup d'initiatives sur le terrain. Et moi aussi, j'ai pu quand même constater, Maëlys, vous faisiez référence à ce fonctionnement presque un peu féodal, on le sait, dans l'environnement médical et puis même dans les professions médicales, c'est très codé. Je crois qu'il y a beaucoup de changements qui sont vraiment palpables et perceptibles aujourd'hui dans les différentes organisations. Et c'est des changements souvent où les chefs de service eux-mêmes se sont impliqués pour faire changer à travers leur comportement et leurs relations la culture. Chez nous, dans notre service, ça se traduit par un chef de service qui est très à l'écoute, très présent sur le terrain et qui ne marque absolument pas la hiérarchie, qui considère que chaque soignant a un rôle à jouer et que c'est ensemble qu'on arrive à faire des prises en charge efficaces.
et performante. Et il incarne vraiment ça en étant sur le terrain, en ayant la même écoute pour une aide-soignante, une secrétaire médicale, un PH, un interne. Voilà. Et ça, c'est un comportement qui va vraiment amener tous les autres à le suivre. Donc, ce n'est pas la seule manière de faire, mais c'en est une. Non, mais la proximité, bien sûr. Et j'ai décidé d'aller dans le privé uniquement pour cette raison, pour pouvoir être plus au taquet des opérationnels directs et surtout être réactive. Et c'est là où, sur les changements de culture, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dernièrement, au-delà du Covid, avec l'informatique, avec des réglementations très fortes sur les sujets, avec des impacts du coup et financiers ou de certification auprès des cliniques qui nous ont demandé à réajuster beaucoup de choses au niveau du soin pur. Aujourd'hui, on attend les praticiens sur leur délai de compte rendu opératoire. Il y a un détail de tout ce qu'ils doivent décrire. Donc, l'administratif empiète sur une partie du soin. Idem pour les soignants. En gros, c'est tout ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. Donc on leur demande d'être au-delà du soin, c'est de bien tracer tout ce qu'elles font. Et là, il y a un accompagnement et des réajustements, dans le sens où il ne faut pas que, en tout cas au niveau administratif, on croit qu'on ait les bonnes réponses. C'est de proposer des choses avec les équipes et de réajuster si nécessaire. Et à mon sens, c'est le secret avec les équipes. Vous n'avez pas d'opposition, vous avez de l'opposition de principe sur des petits sujets, mais si vous les accompagnez, vous dites, OK, ben là, on va se faire confiance, on va tester, mais on fait le check de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Ils ont tous l'honnêteté de reconnaître quand des choses évoluent positivement, mais quand elles évoluent négativement, il faut nous aussi réadapter notre politique ou les outils qu'on a pu mettre en place ou les orientations qu'on a prises pour réajuster. J'ai commencé mon début de carrière sur la qualité, c'est vraiment la route des Ming en fait c'est OK proposer, mais évaluer en permanence pour qu'on soit dans un mouvement. Donc ne pas hésiter à réévaluer et réajuster nos prises de position ou nos propositions pour qu'on puisse améliorer le système qui est en mouvance permanente et dans notre société en particulier, rien n'est jamais allé aussi vite, tout va très vite. Donc les gens n'ont pas le temps de se réadapter en termes de techniques chirurgicales, en termes de matériel informatique, en termes de patientèle. Les patients ne sont plus du tout les patients d'il y a 10 ans non plus. L'accès à Internet, le patient ne parle plus du tout au praticien de la même façon qu'il y a 10 ans. Et l'infirmière n'est pas non plus une bonne sœur maintenant qui est à l'écoute et en admiration de par le praticien avec lequel elle travaille. Donc, il y a vraiment une culture qui a changé, qui va encore changer. Et nous, notre rôle là-dessus, c'est de la laisser se mouvoir et de la réajuster avec nos politiques et nos besoins derrière. Et c'est vraiment le mot réactivité, réajustement qu'on se doit d'avoir au quotidien sur notre travail de proximité. Et dans les changements clés, je pense qu'on l'a souligné, tout va plus vite, tout est plus complexe et en fait, il n'y a plus à aucun endroit un seul individu qui peut à lui tout seul répondre aux attentes. C'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe qui va permettre de répondre à la complexité croissante. Et ça, c'est vraiment aussi un changement de focus dans le changement de culture. Ce ne sont plus que des... Enfin, on a eu quand même un moment où on avait un peu des cadors qui avaient des équipes derrière eux anonymes. C'est vraiment aujourd'hui plus vers le travail d'équipe qu'on doit faire les choses. Et aussi dans la manière de manager ces équipes, on vient, et ça reste encore très fort par endroit, ce qu'on pourrait dire d'un management quand même assez descendant, hiérarchique. On donne des ordres et en dessous, on obéit. Alors, il faut quand même que chacun connaisse son poste, c'est des prises en charge parfois sérieuses, mais tout ça, ça doit aussi évoluer davantage vers comment les managers peuvent se mettre aussi au service du développement de toutes leurs équipes. Et c'est probablement un management plus participatif. Ça nécessite un accompagnement du changement dans la culture terrain, parce que y a des gens qui ont été, on va dire, mis là avec des attentes qui étaient celles d'avant et des compétences qui sont aussi celles qui marchaient il y a quelques temps, qui n'ont pas ces compétences d'encadrement pour faire ils savent encadrer, mais pas obligatoirement manager dans une nouvelle culture. Et ça nécessite probablement un peu d'accompagnement terrain également, parce qu'on ne peut pas tout leur mettre sur le dos directement pour faire changer les cultures. François, je te laisse partager la dernière slide. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Comme le disait Maëlys Pédot tout à l'heure, ce qui est aussi intéressant, puisque vous êtes nombreux à être directeur qualité dans des réseaux de santé, etc.,
aussi plus en ville. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager par écrit vos retours, ce que vous avez fait dans vos organisations pour qu'on enrichisse le débat. Et François, je te laisse. Donc là, c'est vrai que jusque-là, on comprend quand même bien le déroulé. Maintenant, sur des choses assez concrètes, comment vous pouvez préserver les soignants et les aider à conserver leurs ressources? C'est la dernière question sur laquelle on vous propose de réfléchir. Alors moi, j'ai envie de vous partager peut-être une slide. Je vais essayer de le faire sans que ce soit trop petit. Parce que je pense que c'est important, quand on parle de ressources aussi, de repréciser ce qu'est la balance du... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la définition du stress, pardon. Je vais vous partager mon écran ici. Voilà, alors c'est pas en grand format, je suis désolée. Voilà, c'est important de savoir que le stress qui nous touche tous, il y a plusieurs mots-clés. Le stress, c'est avant tout, c'est une notion très subjective. C'est la perception qu'un individu a entre deux choses. La première, c'est les contraintes qu'il ressent globalement de l'environnement, mais aussi la perception qu'il a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, la question de ce que l'on peut faire pour préserver les ressources, pour ramener des ressources individuelles, c'est une vraie question aussi dans comment on aide chaque individu à mieux faire face au stress au quotidien. Parce que là, vous voyez qu'une personne qui est épuisée, on en a parlé un peu tout à l'heure, Maëlys, dans un cercle très vicieux, une personne qui voit de plus en plus les contraintes peut perdre de vue aussi ses propres ressources et devient aussi plus vulnérable au stress. Donc, ça, c'est un vrai enjeu. On n'a pas toujours la main sur les contraintes externes. Typiquement, quand on a énormément de patients qui arrivent, quand on a moins en moins de subsides, quand il y a moins en moins de personnes dans une équipe pour faire face, ça reste des vraies contraintes. Mais il y a vraiment tout ce qu'on peut faire ici pour aider chaque individu à la fois prendre soin de lui, mais aussi prendre conscience de ses propres ressources. C'est aussi réfléchir à plus long terme. Comment on fait pour que chacun puisse réfléchir à sa vie professionnelle comme un marathon? On voit aujourd'hui qu'on a beaucoup d'infirmiers qui arrivent sur le marché du travail et qui sortent usés au bout de 3 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable sur le long terme. Quand on fait des études, on doit pouvoir envisager une carrière, et une carrière, aujourd'hui, c'est un peu plus de 42 années, je crois, ce qui correspond peu ou prou aux 42 km d'un marathon. Quand on fait un marathon, on sait qu'on ne peut pas toujours être en sur-régime. Sinon, on n'arrive jamais au bout. Sinon, on a les burn-out qu'on peut avoir, c'est-à-dire le mur des 30 qui vous arrête et vous n'y allez pas. Donc, il y a aussi un vrai enjeu pour que les établissements médicaux, les responsables de services, les encadrements puissent aider les individus à prendre conscience de leurs ressources et à prendre ce temps pour se restaurer et être moins vulnérables au stress extérieur. Alors, dans les idées, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir des idées, mais on peut les citer en vrac. Il y a des choses qui sont très basiques, c'est prendre soin de sa santé physique, s'assurer qu'on peut quand même avoir des cycles de sommeil, même s'ils ne sont pas des cycles de nuit, faire attention à son alimentation, à son activité physique. Mais puis, il va y avoir aussi toutes les ressources que l'on peut proposer au niveau social. Finalement, le soutien social, le fait de sentir qu'on est dans une équipe, qu'on a autour de soi des gens sur lesquels on peut s'appuyer quand on a besoin d'aide, ça, c'est un des facteurs premiers pour développer ces ressources. C'est d'ailleurs le premier. Donc, comment on peut s'assurer que dans nos organisations, on aide chacun à prendre conscience de son réseau sur lequel il puisse s'appuyer pour se sentir toujours en capacité de faire face. On va avoir aussi tout ce qui est ressources émotionnelles. Donc là, peut-être que je vais être un peu plus pour ma paroisse, mais clairement, aider à prendre du recul, proposer des SAS, proposer un accompagnement, proposer à chacun à tous les niveaux, soignants, managers, d'avoir aussi la possibilité d'être écouté sans être jugé. Ça peut aider à développer ses propres ressources. Et puis, il y a un autre point qu'on a complètement sous-estimé là, dans les temps de Covid, c'est aussi faire attention à l'équilibre de vie. Ce que vous disiez, Maëlys, tout à l'heure, quand on essaye de voir comment on peut mettre 3 jours peut-être pour les soignants d'un côté et les aider à préserver pour qu'ils aient un peu d'équilibre de vie familiale à côté.
Donc, en tout cas, ça va faire partie des choses qui vont aider les uns et les autres à se positionner. Et puis, il y a un dernier point dans les ressources qui va avec le sentiment qu'on a de sa propre efficacité. C'est tout ce qu'on peut faire pour aider chacun à se sentir avoir des ressources qui sont toujours maintenues. Et donc, globalement, c'est tout ce qu'on peut faire pour les aider à avoir la formation adéquate. Et donc, dans la formation, il y a toujours les skills techniques, mais ceux-là, ce n'est pas ceux dont on va avoir le plus besoin dans la vie en général. Ça va vraiment être tous ceux qu'on devrait arrêter d'appeler les soft skills, parce que finalement, c'est juste les skills essentiels pour travailler. Mais néanmoins, ceux-là, ils sont sous-estimés dans les formations initiales. Et tout ce qu'on peut faire pour aider les gens à acquérir davantage de compétences pour travailler en équipe, pour mieux communiquer, pour prendre du recul, pour avoir, on va dire, adapter ses comportements en fonction des émotions, tout ça, ça va aussi aider à avoir davantage de ressources. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser toute la parole, mais peut-être un petit mot quand même, parce que je trouve que c'est une citation que j'aime bien. Il y avait un responsable, un DRH qui parlait avec un CEO, un chief executive, et qui lui disait « il faut absolument former toutes nos équipes ». Et le chef lui répondait en disant « mais imagine si on les forme et qu'ils s'en vont ». Parce que ça veut dire qu'on a dépensé à perte. Et le DRH de lui répondre, imagine si on ne les forme pas et qu'ils restent. Je vous laisse méditer sur la deuxième partie. Sur l'état de stress et la perception, ce qu'on entend beaucoup, alors ça va être très personnel en tant que directrice, il y a un aspect très dogmatique dans le relationnel et dans le privé notamment, où du coup, il faut d'abord travailler sur la confiance avec le personnel et enlever la partie de défiance que peuvent avoir les soignants face à l'administration et face aux préjugés qui peuvent attendre de secteurs privés notamment. Il y a des gros mots qui sont souvent utilisés. Quand il manque de personnel dans les étages, il faut que je passe parce qu'il ne faut pas que les équipes pensent que c'est un choix financier de ma part, mais qu'ils sachent ce qu'on a mis en œuvre pour essayer de trouver. Parce que sinon, on rentre après dans une défiance du quotidien où les équipes ont l'impression de suer pour nous et ça les rassure quand ils nous voient suer avec eux. Donc, il faut vraiment lâcher. C'est un peu, alors moi, je fonctionne comme ça dans mon quotidien. Je ne dis pas en plus qu'il faut fonctionner comme moi parce que chacun doit s'adapter à lui-même. Il ne faut pas se forcer. Et moi, c'est bureau ouvert, c'est quasiment, je ne travaille pas en open space, mais tout le monde sait ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai décidé ou ce que je ne décide pas. Et ça, c'est très important d'être dans la transparence totale d'informations pour pas que gangrène des bruits de couloir. Parce que dans notre secteur aussi, comme on a une petite unité, les bruits de couloir vont mon train, les brancardiers aident beaucoup à diffuser de la bonne information, mais à nous de nous en servir quand on le sait. Il suffit d'utiliser ces réseaux-là pour transmettre l'information. Elle sera quand même un petit peu travestie, toujours, c'est le jeu, mais d'être en contact permanent. Il n'y a pas de baguette magique, vous parliez de solution, c'est les mots qu'on a utilisés depuis le départ, c'est dans la proximité, la réactivité. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Sur aucun de mes établissements, ça se passe extrêmement bien. Il y a des difficultés sur tous. Par contre, je m'enrichis des autres, que ce soit sur le terrain ou avec les autres directeurs. J'ai la chance d'avoir fait partie d'autres groupes. Et là, chez Almaviva, on se voit tous très régulièrement. Donc déjà, ça nous rassure parce qu'on voit que ce n'est pas dû à notre petite personne, mais voilà, sur des secteurs d'activité différents, sur des spécialités différentes, avec des attractivités financières différentes, on passe le même constat. Par contre, on est plus rapide dans la mise en place parce que j'entends qu'il se passe tel truc, telle bonne idée, qui me semble être une bonne idée sur un établissement, j'en attends le retour, je le mets en place. À l'inverse, on décide de faire quelque chose, j'en informe mes petits copains via des WhatsApp ou des réunions de CODIR. Et du coup, on est dans déjà économiquement, c'est souvent plus facile parce qu'on est plus fort quand on prend des choses à plusieurs établissements, quand on dégage du temps pour les salariés. Et c'est à nous de tout réinventer. Alors, c'est vrai que c'est usant, hein, mais ça va de la formation. Aujourd'hui, il y a des formations réglementaires. Détacher certaines personnes dans les soins, c'est quasiment impossible parce que c'est toujours les mêmes qui sont en train de rouler. Or, elles méritent aussi de la formation ou de toute façon, on se doit d'avoir la formation. Je pense à l'incendie.
c'est pas qu'elles le méritent, c'est que c'est obligatoire, ça fait partie, enfin, c'est obligatoire. À nous de réinventer. Ça veut dire que le schéma de formation, de les envoyer à 2 heures de leur clinique, c'est pas le bon truc. Et donc, il faut réfléchir à de nouveaux modèles. Ça peut être on a tout tenté, hein, du e-learning, casque virtuel à utilisation H24 pour les incendies. Il faut casser un petit peu les brides qui ne sont pas en plus des choix financiers très lourds la plupart du temps. C'est nous à se réinventer avec ce qu'on peut proposer au terrain. Des fois, ça ne marche pas. Et donc, on avait la mauvaise idée. Et à nous de le retranscrire dans notre établissement. Mais il faut vraiment échanger, que ce soit en interne pour s'adapter au mieux à chaque secteur et à l'externe pour aller voir ce qui se passe, qui marche pas. Ou des fois, une prémisse de bonne idée peut être enrichie par quelqu'un d'autre et la compléter et la rendre. Aujourd'hui, on travaille concrètement. Enfin, à Paris, les problématiques parisiennes ne sont pas les mêmes qu'en province non plus. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à plus regarder ce qui se passe dans l'aire d'Île-de-France. Mais plus on va s'axer là-dessus, plus on se rend compte que déjà, c'est les mêmes personnes qui travaillent chez nous. Enfin, à Avicenne, Floréal, Lila, on partage des infirmières. Il y a des praticiens qui se connaissent. Donc, on a intérêt à inventer ou à jouer dans la même cour là-dessus parce que ce sont les mêmes personnes. Elles travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé, c'est une sorte de contrat, mais derrière, leurs attentes et leurs besoins restent fondamentalement les mêmes. Et à nous de nous adapter là-dessus. Donc, je reste avec les mots qu'on a utilisés depuis le départ. C'est la proximité, la réactivité et l'adaptation au quotidien. Et puis peut-être cette question de qualité des relations humaines, ce qu'on est capable de proposer aussi dans les différents environnements. Le vrai luxe dans le travail, c'est de travailler avec des gens avec qui on se sent bien. Quand on aime son équipe et qu'on se sent reconnu, qu'on se sent appartenir à cette équipe, c'est vraiment un facteur de loyauté dans ce moment difficile qu'on a. Voilà. Un grand merci pour cet échange qui était vraiment très intéressant.